Bienvenue dans Citizen Vox, le podcast dédié à la sobriété foncière et à la valorisation des ressources locales. Avec le ZAN, ce désormais célèbre zéro artificialisation nette, la loi climat et résilience pose un nouveau référentiel pour la fabrique des villes, celui de la sobriété. Le défi est immense car les impacts du ZAN sont multiples. Je vous propose une rencontre passionnante avec un acteur de la ville, élu, architecte, urbaniste, promoteur, investisseur, citoyen même, pour réfléchir ensemble aux différentes manières de penser, mais surtout de bâtir des villes résilientes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Citizen Vox dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à la manière dont les entreprises publiques locales se saisissent de la question de la sobriété foncière. Alors pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Toubiana, le responsable du département aménagement de la Fédération des EPL. Olivier, bonjour. Bonjour Fanny. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre invitation. Alors pour commencer, évidemment, on peut d'abord revenir sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots vos missions avant la fédération et puis vos missions actuellement pour et au sein de la fédération EPL? Et avant de rejoindre la fédération des EPL, j'ai eu deux fonctions professionnelles très à la fois différentes et à la fois très cohérentes et complémentaires avec mon intérêt pour l'aménagement. J'ai été d'abord avocat dans un cabinet d'avocats qui travaillait pour l'essentiel pour des aménageurs, pour des établissements publics fonciers à Paris et puis à l'île de la Réunion. Et puis ensuite, pour m'attaquer à des choses encore plus opérationnelles et piloter des projets d'aménagement, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une SEM d'aménagement dans l'Essonne qui s'appelle Paris Sud Aménagement. D'accord. Donc vous connaissez déjà très bien par ce biais-là les EPL. Ça m'a donné une diversité de points de vue, des points de vue complémentaires sur leur activité, sur leurs enjeux. Et il y avait une certaine logique au bout d'un moment à ce que j'ai envie de contribuer encore plus à leur développement, à leur connaissance aussi par les pouvoirs publics et par les collectivités, et puis toute la diversité des acteurs de la fabrique de la ville en rejoignant la fédération où globalement mes fonctions, pour schématiser un peu à l'extrême, sont de 2 ordres. Le premier, c'est l'animation du réseau de nos adhérents. Et puis le second, c'est cette action politique auprès des pouvoirs publics pour promouvoir les intérêts de nos adhérents, les faire connaître et faire en sorte que le cadre juridique soit toujours plus favorable à leur développement et à leurs interventions. Alors, donc, la fédération des EPL, c'est un réseau national, c'est un réseau d'élus, donc national des entreprises publiques locales, que sont les SEM, les SPL, les CEMOP. Vous allez certainement nous détailler tout ça tout à l'heure. Elle est présidée actuellement par Patrick Jarry, qui est maire de Nanterre. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du fonctionnement de la fédération, de ses activités, de son rôle principal? Vous l'avez un tout petit peu introduit, mais peut-être détailler son fonctionnement et sa mission. La fédération, c'est une association qui existe depuis 1956, donc elle commence à avoir une certaine assise. C'est une association qui représente toutes les entreprises publiques locales et c'est toujours... ça mérite une précision de dire ça. Les entreprises publiques locales, ce sont d'une part les élus administrateurs de ces entreprises. Il y en a environ 11 000 aujourd'hui en France, des élus administrateurs d'entreprises publiques locales. Et puis, ce sont aussi les entreprises avec leurs équipes opérationnelles, à commencer par leurs dirigeants, mais aussi toutes leurs équipes et puis leurs partenaires qui sont aussi des partenaires de la fédération. Aujourd'hui, il y a 1400 entreprises publiques locales en France. Et la fédération est l'unique association qui représente leurs intérêts, quel que soit leur secteur d'activité. C'est une association qui a cette particularité d'être une association d'élus qui sont
représentées dans son conseil d'administration. Vous avez cité à juste titre Patrick Jarry qui est son président. Il y a 6 vice-présidents qui sont aussi des parlementaires ou des élus locaux, mais qui ont tous un lien fort dans leur parcours d'élus avec les entreprises publiques locales. Et puis, dans le conseil d'administration de la fédération, il y a d'autres types d'administrateurs et de représentants du monde de l'économie mixte. Il y a des dirigeants et il y a aussi des représentants des grands partenaires de l'économie mixte, à commencer par la Banque des Territoires, par exemple, ou d'autres acteurs financiers ou industriels qui sont souvent des actionnaires des sociétés d'économie mixte. C'est une association qui a cette particularité qui fait sa force d'être représentative de la diversité des familles politiques les plus représentées dans les collectivités locales. Et donc, il y a cette présidence tournante en fonction des différentes familles politiques représentées au sein du conseil d'administration. Avant Patrick Jarry, c'était un député LR du Jura, Jean-Marie Sermier, qui présidait la fédération. Et à la fin de l'année 2023, Patrick Jarry cédera le mandat de président à un élu d'une autre famille politique. Et puis, il y a cette rotation qui fait la force de la fédération. Oui, il y a une volonté de gommer, en tout cas, les étiquettes partisanes au sein de la fédération et de se concentrer plutôt sur la dimension territoriale. Tout à fait. Je pense que ce qui est le trait d'union de tous ces élus-là, c'est leur attachement à l'intérêt public local, à cette conviction que les collectivités doivent pleinement exercer leurs compétences pour œuvrer au développement de leur territoire et que les EPL sont un outil pertinent, efficace de ce développement. Je pense que c'est une sorte d'attachement à la décentralisation qui fait le lien entre ces élus-là, effectivement, plus que des sujets de connivence politique en général au sens droite-gauche. Donc la capacité, en tout cas, à agir localement. Tout à fait. C'est ça. Donc, ces EPL qui sont des objets identifiés, et non pas non identifiés, mais qu'il va quand même falloir préciser. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la sobriété foncière, en tout cas le sujet de ce podcast, je vous propose quand même qu'on présente les EPL parce que, notamment dans l'intitulé « Entreprise publique locale », il y a quelque chose qui pourrait sembler contradictoire de rapprocher cette notion d'entreprise et de public. Donc, ces EPL ont des statuts particuliers, on l'a évoqué très rapidement en introduction. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser un portrait type d'EPL et son statut juridique ? Tout à fait. Peut-être déjà une précision, c'est que les entreprises publiques locales, ce n'est pas une spécificité franco-française. Loin de là, et même au contraire, en Europe, il y en a 32 000 à peu près sur le territoire de l'Union européenne et 1 400 en France. Donc ça vous donne une idée du fait qu'en France, finalement, il y a encore des marges importantes de développement par rapport à ce qui existe chez nos voisins allemands, belges, Comment danois. Vous expliquez ou cette différence, ce goût prononcé pour les autres pays et pas forcément la France ? Je pense que le fort développement de grandes entreprises publiques locales et aussi de nombreuses entreprises publiques locales dans ces pays-là s'explique au fait que ce sont des États souvent où la décentralisation est très aboutie, voire même où ce sont des États fédéraux. L'histoire de notre pays n'est pas précisément celle-là. Donc je pense que le décalage vient en partie de là. Et c'est peut-être aussi cette difficulté à rapprocher entreprise et public, comme le réflexe que j'ai eu au départ. C'est peut-être ça. Peut-être, je pense c'est vrai qu'on n'a peut-être pas cette tradition vraiment, mais en tout cas, les entreprises publiques locales, c'est la première forme d'entreprise publique locale, parce qu'entreprise publique locale, c'est une appellation finalement générique qui recouvre plusieurs statuts juridiques différents. Mais les premières entreprises publiques locales, les sociétés d'économie mixte, on en trouve les premières formes
il y a environ un siècle, après la Première Guerre mondiale, elles ont cette forme d'intervention économique des collectivités et des communes, en l'occurrence, a été mobilisée pour participer à la reconstruction, mais surtout dans les années 50, là aussi dans un contexte de reconstruction et de fort développement du territoire, qu'elles sont apparues. Et déjà, c'était un partenariat assez original, finalement. C'est pas entre le public et le privé. Ce partenariat-là, finalement, il n'est pas nouveau. On en a des traces dans notre pays et l'État lui-même a développé des collaborations avec des entreprises privées ou des interventions économiques sous cette forme-là. Il existe des entreprises totalement privées dont l'État est actionnaire depuis longtemps. La particularité de nos entreprises publiques, c'est qu'elles sont détenues en tout ou partie par des collectivités locales. Les sociétés d'économie mixte sont détenues en majorité par les collectivités. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a deux autres formes d'entreprises publiques locales qui sont apparues, les sociétés publiques locales, les SPL, qui ont cette particularité d'être entièrement détenues par les collectivités. Donc, ce sont des entreprises publiques locales. C'est de l'économie mixte parce que c'est une façon de gérer des services publics et des projets publics sous une forme de société commerciale. Mais là, l'entreprise est entièrement détenue par la collectivité, ce qui donne la possibilité à la collectivité de lui confier des missions de gré à gré. Vous avez probablement déjà entendu parler de in-house. C'est le point fort des SPL. Et puis, la forme la plus récente d'entreprise publique locale, les CEMOP, qui sont finalement des SEM, mais créés pour l'exécution d'un seul projet, avec un partenaire privé qui est minoritaire ou majoritaire dans la société. Mais s'il y a un trait commun, c'est entre toutes ces formes de l'économie mixte, c'est que les entreprises les collectivités sont actionnaires et elles sont toutes présidées par un élu local. Et c'est important de souligner ça. Ce sont des entreprises qui sont nécessairement administrées et présidées par des élus locaux de telle manière, et c'est la loi qui l'exige, qu'elles répondent forcément à un d'intérêt général, un objet d'intérêt général, pardon. Elles sont là pour exécuter des missions conformes aux politiques publiques définies par la collectivité et les projets d'intérêt général de la collectivité. Je crois que le volume de création d'EPL, enfin en tout cas les projets de création d'EPL augmentent d'année en année. Je crois que ce qui semble signifier que c'est un statut qui est opérant, efficace et qui finalement est de plus en plus choisi par les élus et les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications? Pourquoi on est en train de s'orienter, on le voit, vers de l'action publique via ces entreprises publiques locales et moins par des procédures antérieures de marché public, de délégation de services publics, voire même en régie, etc. Je pense que vous avez raison déjà de souligner que la croissance du mouvement des entreprises publiques locales est relativement constante. Et c'est un mouvement qui est dynamique et qui s'étoffe année après année. Il y a une première chose que l'on constate, c'est que les secteurs historiques de l'économie mixte, qui étaient l'aménagement et le logement social, aujourd'hui sont plus du tout les seuls champs d'action qui sont investis par les EPL, qui se déploient de manière très forte dans la production d'énergie renouvelable, dans beaucoup d'activités de réseau, que ce soit l'eau potable, l'assainissement, la collecte et la valorisation des ordures ménagères, les transports publics, et puis aussi dans le grand secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, de la gestion d'équipements, que ce soit des piscines, des théâtres, des palais des congrès ou tout ce que l'on peut aussi imaginer. Donc il y a une première chose qui explique le dynamisme du mouvement, c'est que les collectivités ont, dans tout le champ de leurs compétences et des services publics locaux, ont associé et ont missionné des entreprises publiques locales pour les accompagner dans l'exécution de leurs missions. Vous me demandez pourquoi j'ai la conviction que les entreprises publiques locales sont
sont efficaces et répondent bien aux volontés des collectivités parce qu'elles sont gouvernées et administrées par des élus locaux. Donc il y a cette certitude qu'elles répondent à l'intérêt général, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas des grandes entreprises concessionnaires, par exemple, qui ont peut-être à certains moments eu un peu trop de distance avec le terrain, le contexte local, la précision des projets portés par les collectivités locales. Et puis, il y a, par rapport peut-être à la régie, une forme un peu plus moderne de partenariat avec des acteurs privés, de souplesse aussi administrative. Je fais une petite parenthèse. Je pense que c'est quand même une force pour les entreprises aujourd'hui, par rapport à la régie, de fonctionner avec des règles plus souples que certaines qui sont souvent vécues comme assez rigides, que ce soit celle de la comptabilité ou peut-être celle du statut de la fonction publique qui ont quand même certes l'avantage d'être protégés, d'être protecteurs, mais les entreprises publiques locales ont cet avantage de souplesse et en même temps, je ne pense pas qu'on puisse les taxer attention aux anciennes critiques, d'être des façons justement de se soustraire à ces règles-là et à tout contrôle public. C'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que les entreprises publiques locales sont parmi les entreprises les plus contrôlées parce qu'elles sont contrôlées au titre de toutes ces règles des sociétés commerciales classiques, par exemple l'exigence d'avoir un commissaire aux comptes, mais aussi par tous les contrôles qui s'appliquent sur les entités qui utilisent des fonds publics. Elles sont soumises au contrôle, par exemple, des chambres régionales des comptes qui viennent vérifier régulièrement la transparence de leurs comptes, le bon respect de toutes les procédures, à commencer par celle du Code de la commande publique. Donc, une forme finalement assez souple et en même temps garante de tous les aspects de l'intérêt général. On peut maintenant essayer d'approfondir les EPL aménagement, celles qui sont spécialisées sur les sujets d'aménagement et de production immobilière. Est-ce que ces EPL ont des caractéristiques particulières par rapport aux autres et comment elles fonctionnent un peu dans le détail? Quelles sont par exemple les recettes principales, les dépenses? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Est-ce qu'elles ont des particularités? C'est toujours une question difficile parce que la caractéristique de nos adhérents, c'est justement qu'ils répondent aux enjeux du territoire des collectivités qui sont leurs actionnaires. Et que ce soit dans l'Hexagone ou Outre-mer, les collectivités se saisissent de ces outils pour répondre à leurs enjeux propres. Et donc, peut-être ce qui les rassemble des autres EPL, c'est la diversité des formes de nos adhérents, des missions qu'elles exercent, de leur taille, de leur secteur d'intervention et de leur mode de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, illustrations? Peut-être pour vous donner quand même quelques grandes lignes. Il y a aujourd'hui des EPL d'aménagement et d'immobilier d'entreprise. On les compte souvent ensemble parce que ce sont des métiers complémentaires sur lesquels elles s'investissent souvent ensemble. Il y en a qui ont pour actionnaires principaux des régions, peut-être pour partir du niveau de collectivité qui est à l'échelle l'assise la plus large, l'assise territoriale la plus large. Donc des régions, il y a des EPL régionales et puis il y en a qui sont communales. Il y en a qui s'occupent d'un seul métier, peut-être même d'un certain type de mission. Je pense par exemple à l'aménagement de zones d'activité ou à la reconquête de quartiers, d'habitats anciens, d'habitats dégradés, ou alors de quartiers de grands ensembles. Et puis il y en a qui se déploient sur toute une série de métiers qui ont pour trait d'union d'être des métiers de fabrication de la ville et de fonctionnement de la ville, que ce soit l'aménagement, peut-être la production d'ENR ou l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain, la gestion de parcs de stationnement aussi. On a beaucoup de nos adhérents qui ont cette action à la fois sur
l'aménagement qui est structurant de la ville, qui est la construction de la ville sur le temps long, et puis celle d'autres infrastructures qui découlent directement de l'aménagement, comme des sujets de réseau ou de mobilité et de stationnement. Donc il y a toutes ces échelles, il y a ces diversités de sujets sur lesquels elles interviennent, et il y a aussi, et ça fera peut-être le lien avec le sujet de la sobriété foncière, il y a pour beaucoup d'entre elles une évolution de leur mode d'intervention. Et c'est peut-être ça la caractéristique propre aux EPL d'aménagement, c'est que elles ont connu une période de fort développement quand on construisait la ville en extension urbaine. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout la tendance. Et il y a cette nécessité pour les EPL d'aménagement de faire évoluer, de s'adapter à un modèle économique de l'aménagement qui évolue. À l'époque où on gagnait pas mal d'argent avec l'extension urbaine parce qu'on achetait des terrains pas chers et on les revendait cher après les avoir viabilisés. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas et les projets de recyclage urbain sont très coûteux et sont rarement équilibrés par eux-mêmes sans beaucoup de subventions publiques. Donc il y a cette nécessité pour beaucoup d'entre elles, mais je pense que ça reste encore contrasté en fonction des territoires sur lesquels elles interviennent, on en parlera peut-être, cette nécessité de s'adapter à des enjeux urbains qui sont nouveaux, notamment celui de l'adaptation de la ville aux effets du changement climatique, celui de la densification urbaine et en même temps des enjeux territoriaux qui sont toujours très sensibles. Je pense à la production de nouveaux logements, à la relocalisation des activités productives. Quels sont les territoires qui créent le plus d'EPL aménagement en France ? Aujourd'hui, la création d'EPL d'aménagement, ça n'a rien à voir avec la création d'EPL de production d'énergie renouvelable que j'évoquais auparavant. Auparavant, je suis pas certain que je saurais même pas répondre parce que c'est pas un. Je pense qu'il n'y a pas de territoire particulièrement qui en crée plus que d'autres parce que c'est important peut-être de le dire. Je vous ai dit qu'il y avait 380 EPL d'aménagement et d'immobilier d'entreprise qui couvraient le territoire. C'est quand même un maillage assez fin. 380, ça fait presque 3 par département, si on fait une moyenne un peu grossière. Donc, il n'y a pas vraiment de très forte dynamique par territoire parce que le maillage des EPL, aujourd'hui, il est assez fin et globalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités sur le territoire qui sont très éloignées d'une EPL d'aménagement à qui ils pourraient faire appel pour en solliciter l'ingénierie. On dit souvent, mais il y a des endroits où il n'y a pas d'opérateur. Moi, j'ai un petit doute là-dessus. Je ne suis pas certain qu'il y ait des endroits où il n'y a pas d'opérateurs. C'est qu'il y a des endroits où il y a des projets qui sont financés et dans ce cas-là, il y a des opérateurs. Et puis, il y a des endroits où les conditions d'émergence du projet, que ce soit en termes d'ingénierie, de montage, de définition du projet et en termes de financement, ne sont pas réunis. Et dans ce cas-là, on a le sentiment que c'est parce qu'il n'y a pas d'opérateur qu'il n'y a pas de projet. Mais je pense qu'à tous les endroits où il y a des projets prêts à être exécutés, il y aura des opérateurs pour les faire. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'on retrouve des EPL aménagement plutôt dans les territoires où justement les projets ont du mal à être financés et où on trouve moins les opérateurs privés? Est-ce que c'est vrai de dire ça ou pas? Plus, je pense pas, parce qu'il y a des territoires très dynamiques où il y a des EPL. Je pense notamment aux grandes métropoles régionales. Mais vous avez raison de le souligner, c'est que même dans des territoires où les marchés immobiliers ne sont pas tendus, il y a des EPL qui mènent des projets parce que dans ces territoires-là, il y a aussi des collectivités qui ont des besoins, qui ont des projets, qui ont des stratégies de développement. Et dans ces cas-là, il y a des EPL. Il y a des EPL qui répondent à leurs besoins et qui mènent leurs projets.
encore une fois, je pense que la question, c'est celle-ci. C'est est-ce qu'il y a une volonté de la collectivité, une capacité à faire émerger une stratégie et des projets qui viennent la mettre en œuvre. Et dans ce cas-là, il y a des EPL. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que les EPL sont des bons moyens d'y répondre. Et puis, il y a des territoires où les stratégies ne sont pas claires, ne sont pas mûres, sont en cours d'élaboration. Et dans ce cas-là, c'est plus difficile, évidemment, d'avoir des opérateurs. Mais même dans des territoires en déprise, je ne sais pas si on peut vraiment les appeler comme ça, mais je vous citais tout à l'heure l'exemple des EPL qui interviennent sur des quartiers d'habitat anciens et dégradés. C'est pas là où il y a forcément les marchés immobiliers les plus dynamiques. Il y a des EPL qui prennent à bras le corps des opérations complexes de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière pour faire muter ces quartiers et les inscrire de nouveau dans des trajectoires d'attractivité. Ah oui, il me semblait que c'était même l'un des intérêts des EPL, de justement pouvoir être sur des marchés non tendus où les opérateurs privés... C'est effectivement un de leurs intérêts, mais pas exclusif. Elles sont vraiment présentes de partout. Et une toute petite dernière question, et après, évidemment, on passe au sujet de la sobriété foncière, mais comment se passent les relations, justement, entre les EPL et les opérateurs privés ? J'imagine qu'il y a évidemment de multiples cas de figure, mais est-ce qu'il y a des tendances ? Est-ce que c'est une relation vraiment de concurrence, de défiance, ou au contraire de partenariat et de coopération à travailler ensemble ? Il y a des aménageurs privés qui sont souvent l'émanation de grands groupes de la promotion immobilière, du BTP, qui, sur certains territoires, sont des concurrents, tout simplement au sens de la commande publique. Par exemple, les concessions d'aménagement sont des contrats de la commande publique qui doivent être attribués après des procédures de publicité et de mise en concurrence, et les sociétés d'économie mixte, comme ces opérateurs, comme ces aménageurs privés, répondent à ces mises en concurrence de la part des collectivités. Il y a beaucoup de collectivités, je vous l'ai dit, qui ont créé des sociétés publiques locales, des SPL, pour pouvoir leur confier des contrats de gré à gré, parce qu'elles considéraient que le projet revêtait pour elles un enjeu tel qu'il était indispensable de les confier à un opérateur sur lequel elles avaient vraiment prise, avec qui la relation de confiance était assurée. Et donc, il y a beaucoup de contrats d'aménagement qui sont confiés à des SPL d'aménagement. Après, les promoteurs sont des partenaires quotidiens, évidents des EPL d'aménagement, parce que ce sont à des promoteurs qu'elles cèdent des charges foncières pour ériger les bâtiments de leurs opérations d'aménagement. Et à ce titre-là, les opérateurs privés sont des partenaires, et la fabrique de la ville, de toute façon, c'est un processus qui est quand même relativement complexe, dans lequel il y a toute une diversité d'intervenants, et les EPL sont familières de ces relations avec les promoteurs qui sont des acteurs essentiels de la fabrique de la ville. Il y a cette relation-là, mais vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup d'endroits où ce sont des partenaires peut-être un peu plus intégrés, parce qu'on crée des filiales ensemble. Il y a des endroits où des projets sont réalisés en partenariat entre un aménageur public et un aménageur privé, avec toute une diversité de raisons, parce qu'il y en a un qui vient apporter un savoir-faire particulier, parce qu'il y en a un qui possédait déjà une partie des terrains, et ça facilite du coup la maîtrise foncière du projet. On peut tout imaginer, tous les exemples se vérifient, et ça vaut aussi pour les promoteurs, où il y a beaucoup de PL d'aménagement qui interviennent en matière de promotion immobilière, parce que l'initiative privée peut être un peu défaillante. En tout cas, il n'y a pas d'opérateur privé qui souhaite assumer seul le risque d'une opération sur un certain territoire, et donc c'est utile dans ces cas-là de s'associer avec une EPL d'aménagement. Ça peut être aussi des projets qui, encore une fois, qui revêtent
une dimension particulière qui rend leur réalisation particulièrement sensible, et où là c'est bien, la collectivité souhaite que l'opérateur privé s'associe avec une EPL d'aménagement pour être sûr que certaines exigences du projet, certaines de ces dimensions soient bien en phase avec les objectifs qu'elle a déterminés. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on trouve ce type de partenariat, encore une fois, entre acteurs publics et privés. Alors, on le comprend dans vos propos, les EPL sont évidemment des acteurs majeurs, de plus en plus incontournables de la fabrique de la ville. Le contexte de l'aménagement, vous l'avez dit, est très complexe et il se complexifie d'autant plus qu'on fait face à ces enjeux climatiques, écologiques qu'il faut absolument intégrer désormais dans le processus de fabrique de la ville. Donc, pour les opérateurs, c'est évidemment des contraintes supplémentaires, à court terme en tout cas. Et la sobriété foncière, c'est évidemment un des éléments importants auxquels ils doivent faire face. On l'a vu avec la loi ZAN, enfin en tout cas la loi climat et résilience et le dispositif ZAN qui a été créé en 2021. Comment cette disposition ZAN a été reçue par les EPL? Est-ce que ça a été reçu comme vraiment une difficulté ou une contrainte importante supplémentaire, ou est-ce que la question de la sobriété foncière, de toute façon, elle était déjà plus ou moins traitée par les EPL? Qu'en est-il? Vous avez raison d'envisager cette hypothèse, parce que je pense que c'est la bonne. La sobriété foncière, c'est pas pour nos adhérents une découverte de la loi climat et résilience. Ça fait depuis très longtemps que les EPL d'aménagement sont mobilisés sur des opérations de reconstruction de la ville sur la ville. J'ai évoqué le cas des quartiers anciens et dégradés, c'est un exemple. Les projets financés par l'ANRU en sont un autre. Donc c'est pas une découverte, loin de là. Au contraire, il y en a beaucoup, quand on les interroge, qui nous disent, avec peut-être un peu de sens de la provocation, mais qui disent très bien, parce que nous, ZAN, déjà toutes nos opérations le sont depuis longtemps, et puis c'est quelque chose qu'on sait faire et dans lesquels les EPL ont acquis quand même un certain savoir-faire, de la complexité de la maîtrise foncière, d'emprises déjà occupées, des emprises déjà urbanisées, toutes les procédures liées à la dépollution des sols, ce sont des choses qu'elle maîtrise. Donc, par certains côtés, c'est pas une nouveauté. Je pense que ce qui préoccupe pleinement nos adhérents, et aussi depuis longtemps, mais là, la loi climat et résilience vient vraiment souligner l'actualité de cet enjeu-là, c'est celui du financement des opérations d'aménagement. Parce que, on l'a déjà évoqué rapidement, une opération de reconstruction de la ville sur elle-même coûte sensiblement plus cher qu'une opération d'extension urbaine. Et aujourd'hui, ce sont des fonds publics qui viennent équilibrer ces opérations. Ça peut être des subventions de l'ANRU, des subventions d'autres entités de l'État lui-même. C'est le cas du fonds Friche, par exemple, ou du fonds Vert. Et puis, ce sont aussi beaucoup les collectivités locales qui viennent équilibrer des opérations qui ne pourraient pas se faire si elles ne venaient pas en assumer une partie du financement, tout simplement parce que les recettes de l'opération, que ce soit des loyers ou des cessions de charges foncières, ne viennent pas équilibrer la grande masse des dépenses de cette opération. Et la loi climat et résilience et l'objectif ZAN vient confirmer cette difficulté-là et vient surtout souligner la nécessité de trouver de nouvelles façons de financer ces opérations-là qui, bien avant 2050, seront devenues la norme. Et c'est ça l'enjeu. Ce que vous dites, c'est que donc l'ensemble des projets, enfin en tout cas les opérations portées par les EPL, sont déficitaires, par nature. Pas l'ensemble, et pas celles forcément portées par les EPL, mais ce que je dis, c'est que la grande majorité des opérations de recyclage foncier, de résorption d'une friche, de restructuration d'emprises déjà urbanisées sont très coûteuses. Et souvent, effectivement, l'équilibre économique se fait grâce à un complément de financement
sous public. D'accord. Donc, ça, c'est la difficulté majeure actuellement, le financement des opérations. Comment elles réagissent aujourd'hui ? Comment font les EPL aujourd'hui concrètement pour financer ces opérations ? Alors, ces opérations aujourd'hui, face à cette difficulté foncière, elles ont acquis nos EPL d'aménagement déjà une forte expertise en recherche de financement, parce qu'il existe une diversité de financements publics. J'ai cité le Fonds Friche, l'ANRU, mais il y a aussi des financements européens qui existent, des financements régionaux qui existent, et elles ont une capacité, des EPL d'aménagement, à aller rechercher des financements pour les collectivités qui n'ont pas toujours cette expertise dans leur service de solliciter les bons financements. C'est une première façon d'y répondre. Ensuite, comment elles financent ces projets ? Les projets, elles sont des entreprises, elles ne s'y engagent pas s'il n'y a pas déjà un certain équilibre économique a priori du projet. Donc c'est bien ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les projets, ils ne peuvent être lancés qu'à partir... Enfin, ça a toujours été le cas, que si le financement semble équilibré a priori. Et cela, ça nécessite de l'argent de la collectivité. Les EPL, elles ont cette capacité à accompagner aussi les collectivités dans le montage de l'opération et à apprécier ce risque pour la collectivité. Il ne s'agit pas de s'engager dans des projets dont le risque financier n'est pas maîtrisé, ni pour les finances de la collectivité, ni pour les opérateurs. Après, en tant qu'entreprise elles-mêmes, elles ont inventé d'autres modes d'intervention. Et c'est ça qui aussi en caractérise un grand nombre d'entre elles, c'est qu'elles interviennent autrement que dans le cadre de contrats de la commande publique où la collectivité vient en grande partie financer l'opération dans le cadre du contrat, que ce soit une concession d'aménagement ou autre. Les EPL aujourd'hui se dotent des moyens de faire ce qu'on appelle couramment des opérations en propre. Elles sont capables pour une collectivité d'acquérir un terrain et en dehors d'un cadre contractuel avec la collectivité, mais toujours dans un cadre de réponse à un projet de la collectivité qui elle-même définit les termes du développement de son territoire, sont capables de mettre en œuvre des projets par leur initiative propre, avec leur propre argent en quelque sorte et leur propre capacité d'endettement, indépendamment de subventions de la collectivité, parce que elles se structurent comme ça, elles prennent ce virage-là d'être capables de travailler aussi en dehors des contrats de la commande publique qui se raréfient un peu pour ces questions financières. Il y a un autre aspect qui est aussi important d'être souligné, c'est celui de l'acceptabilité des projets. Je pense que pour les collectivités locales, il y a cette dimension financière. L'aménagement, ça coûte cher. On a des dotations qui ont tendance à se réduire. Donc, on lance moins d'opérations d'aménagement et on essaye de faire un peu autrement. Il y a aussi celui de l'acceptabilité de projets qui viennent se réaliser dans des milieux très urbanisés. Évidemment, pour les riverains, la perspective d'avoir un chantier d'ampleur à proximité de chez eux, c'est pas toujours très accepté. Il y a des oppositions, il y a des recours. Ça, c'est aussi un frein au lancement de certaines opérations d'aménagement. Et aujourd'hui, nos adhérents font aussi évoluer leurs pratiques, évidemment, pour être capables de mieux répondre aux interrogations, aux critiques, aux appréhensions des riverains. Ils sont devenus des experts assez reconnus de la participation citoyenne à la conception des projets, à la co-construction des projets avec les habitants et les collectivités, évidemment, qui pilotent ces processus-là. Et puis, elles se dotent aussi de nouvelles méthodes pour faire accepter les projets et montrer qu'ils sont vertueux. On a beaucoup d'adhérents qui calculent le bilan carbone des projets d'aménagement avant de les lancer et qui montrent que tout a été optimisé et que l'impact
que l'impact carbone du projet a été minimisé, ce qui souvent répond à de fortes oppositions à des projets. Il y en a qui calculent l'impact socio-économique des projets pour montrer que finalement c'est quand même très vertueux sur le long terme de faire des opérations d'aménagement plutôt que de ne rien faire. Voilà, tout ça pour vous dire que il y a cet enjeu aussi d'acceptabilité des projets, de transformation des tissus urbains déjà constitués, et que pour ça, les EPL d'aménagement font évoluer leurs méthodes et leur manière d'intervenir. Il y a la sobriété foncière, en tout cas, elle fait aussi émerger donc cette question de la maîtrise foncière, enfin, qui devient cruciale. Quels sont les dispositifs développés par les EPL pour parvenir à maîtriser ce foncier, c'est-à-dire à le porter, vous en avez parlé tout à l'heure, mais aussi à éviter tous les effets spéculatifs sur les prix du foncier. Voilà. Est-ce qu'il y a des dispositifs en particulier qui se développent? Je pense que vous pointez du doigt l'enjeu crucial du développement des territoires à l'avenir. Les EPL, elles ont pour certaines une capacité à faire de la réserve foncière, soit dans leurs opérations, soit un peu en propre. J'en parlais, il y en a qui se sont dotés d'outils assez originaux, alors des filiales, soit seules, soit avec un établissement public foncier. Vous connaissez l'exemple de la foncière commune, qui est une filiale du coup commune entre l'établissement public foncier d'Île-de-France et la SEM Plaine Commune Développement, et qui a pour objectif de faire de la réserve foncière sur des emprises stratégiques pour le développement de plaines communes. En Seine-Saint-Denis, il y en a qui nouent des partenariats plus étroits avec des établissements publics fonciers sur d'autres territoires, sur des thématiques bien précises propres à ce territoire-là. Donc il y a ces réponses finalement assez opérationnelles. Je pense qu'un des enjeux pour nos adhérents, c'est aussi de participer à l'élaboration de véritables stratégies foncières de la part des collectivités, et d'accompagner les collectivités, notamment celles qui ont le moins d'ingénierie foncière disponible sur ce type de sujet, parce que pour être capable de mettre en œuvre ces projets, d'avoir les emprises foncières disponibles à des prix raisonnables au bon moment, il faut que les collectivités se dotent de ces stratégies foncières performantes. Et je pense que nos adhérents aménageurs sur ces sujets-là peuvent participer. Je ne pense pas que c'est pas évidemment à nos adhérents de définir les stratégies foncières des collectivités, mais je pense qu'elles peuvent les accompagner parce qu'elles ont une connaissance fine du territoire, de la formation des prix fonciers, des tendances. Et je pense que c'est important qu'elles contribuent avec leur expertise propre et d'autres partenaires aussi, j'ai cité les EPF, à accompagner les collectivités sur l'élaboration de ces stratégies qui, je pense, seront vraiment au cœur du développement de leur projet dans ce contexte. Donc j'imagine, vous le disiez les EPF, mais j'imagine que les EPL ont des liens réguliers, des coopérations régulières avec les EPF, enfin les EPL et les EPF. Tout à fait. Je pense que c'est le partenaire quotidien, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'opérations d'aménagement où le foncier est porté par un EPF. Du point de vue des EPF, ça a un grand intérêt de se coordonner avec une EPL d'aménagement. C'est souvent une garantie de la date de sortie de portage, de la date à laquelle l'EPF va pouvoir revendre le terrain qu'il portait, ce qui est fondamental dans le modèle économique des EPF, d'avoir des durées de portage qui soient sécurisées. Et donc ces sujets de coordination entre les établissements publics fonciers et les EPL d'aménagement. Et la création de foncières. Est déterminant. Alors en plus de ça, mais déjà cette coopération basique là, de bonne coordination, de fluidité des relations, c'est quelque chose de déterminant pour ces acteurs-là. Et à la fédération, par nos collaborations avec l'association des établissements publics fonciers locaux, avec le réseau national des EPF d'État, on pousse à cette bonne coordination. Et puis vous avez raison, il y a des formes de collaboration plus intégrées
que simplement des bonnes relations au quotidien et une bonne coordination qui se traduit par des filiales communes, des foncières communes. J'ai cité celle de la foncière commune sur le territoire de Plaine Commune. Il y en a qui sont dédiées à la redynamisation immobilière. Je pense par exemple à Brest Cité, qui est une filiale de la Sembrez et de l'EPF Bretagne. Il existe la Focale ou Métropolis. Focale, c'est en Occitanie, entre l'ARAC Occitanie et l'EPF Occitanie, et Métropolis entre l'EPF Vendée et la SEM Orion à La Roche-sur-Yon, qui sont des foncières dédiées, elles, à la redynamisation commerciale des centralités. Donc, vous avez raison, il y a beaucoup de projets en cours et qui, j'espère, vont aboutir prochainement de collaboration intégrée entre les EPF et les EPL. On voit, oui, dans ce que vous dites, l'enjeu énorme de la coopération. On voit la multitude d'acteurs, finalement, qu'il faut prendre en compte pour arriver à gérer cette question des stratégies foncières, finalement, et du projet local, in fine. Les EPF, les EPL, les créations de foncières, enfin, tout un tas d'acteurs. L'enjeu, c'est la coopération. Vous avez raison, et moi je dirais même c'est la coordination des ressources publiques. Globalement, je pense que personne contredira le fait que les ressources des collectivités et de leurs opérateurs sont pas toujours suffisantes. C'est un euphémisme au regard des enjeux qui sont les leurs. Et donc, je pense que ce serait vraiment délétère d'avoir en plus une mauvaise coordination des ressources disponibles des collectivités. Et dans ce contexte de définition de stratégie foncière, il faut que les opérateurs des collectivités qui interviennent en matière d'action foncière, que ce soit l'EPF, que ce soit l'EPL d'aménagement, les bailleurs sociaux aussi, se coordonnent pour optimiser leur action et la mise en œuvre de cette stratégie foncière de la collectivité, et surtout pas ne pas se coordonner, avoir une sorte de déperdition entre eux. Et je crois même le pire effet qu'on pourrait imaginer, c'est de contribuer à une sorte d'inflation des valeurs foncières sur le territoire en question par une mauvaise coordination. Ce qui arrive parfois. J'espère que non, j'en sais pas. J'en sais rien, mais je pense que vraiment c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Bien sûr. Et qui peut décider de cette coopération ? Je pense que les collectivités ont déjà un rôle important à jouer là-dedans. Je pense à quelque chose de pas très compliqué, c'est que les EPL d'aménagement sont des émanations des collectivités, les établissements publics fonciers locaux sont aussi des émanations des collectivités. Dans ces deux types d'instances, il y a des élus qui sont présents au conseil d'administration. C'est déjà un premier moyen de se coordonner, d'avoir des élus qui ont une vision sur l'action de ces deux types de structures. Il y a aussi des modes de collaboration qui peuvent intervenir de la part des structures elles-mêmes. Je peux citer l'exemple, par exemple, de la SEM 47 dans le Lot-et-Garonne, qui a signé un partenariat avec un bailleur social du Lot-et-Garonne, avec toute une série de collaborations, de modes de coordination de leurs actions. C'est aussi une manière de répondre à cet enjeu de coordination. On peut imaginer toute une diversité de modalités de cette coordination. Mais je pense que c'est un souci qui doit être présent à l'esprit de tout le monde, et surtout des collectivités qui ont en charge l'élaboration des stratégies foncières. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'instance, en tout cas obligatoire, ou qui organise cette collaboration. Le ZAN a permis de créer de manière ad hoc certaines commissions, notamment sur la question des friches, par exemple. Enfin, c'était pas le ZAN d'ailleurs, c'était plutôt la loi industrie. Mais il n'y a pas donc de dispositions légales pour organiser cette collaboration. Pas précisément en ces termes, même s'il y a déjà, dans la loi climat et résilience, des illustrations de ce souci de coordination. Oui, il y a la conférence ZAN. Il y a ça, il y a les offices fonciers de l'habitat aussi qui sont créés, avec plutôt, j'ai l'impression, comme donnée d'entrée, celle de la production de données. Mais c'est quelque chose quand même de fondamental, la production de données
on ne peut pas élaborer une stratégie foncière si on n'a pas les données adéquates qui permettent de bien connaître la disponibilité foncière et les marchés fonciers. Donc, il existe déjà quelques modalités de cette coordination, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin et en tout cas avoir cette préoccupation-là de plus présente à l'esprit. Peut-être une dernière question, on s'achemine vers la fin du podcast. La sobriété foncière et le ZAN compensation donc, impliquent des stratégies de renaturation, en tout cas de préservation des sols, désimperméabilisation et renaturation parfois dans les programmes. Aujourd'hui, ces actions de renaturation, c'est des coûts supplémentaires. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment c'est saisi par les EPL? Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de programmes qui intègrent véritablement ces actions de renaturation ou pas? Comment ça se passe? Il y a des opérations, enfin, nous, de ce que j'observe, je n'ai pas non plus une vision parfaitement exhaustive des choses, mais on a des adhérents qui mènent des projets dans lesquels il y a des opérations de renaturation. Alors, celle à laquelle je pense, par exemple, à Cagnes-sur-Mer, ça répond plus à un souci de maîtrise des risques d'inondation, de débordement de la Cagne en l'occurrence, et de lutte contre l'effet de chaleur urbain. Plutôt agir sur l'habitabilité de la ville. Ouais, et sur son adaptation aux effets du changement climatique en général. Et donc, en l'occurrence, la SPL Côte d'Azur Aménagement a renaturé les berges de la Cagne. Donc, c'est toute une opération quand même assez technique parce qu'il faut en quelque sorte recréer un milieu naturel assez complexe avec les bonnes essences qui jouent pleinement leur rôle pour fixer les sols, pour absorber l'eau et faciliter le drain. C'est l'objet même du programme. C'est un des éléments importants de l'opération d'aménagement, qui est un peu plus vaste que ça, mais c'est un exemple. On a des adhérents qui contribuent à l'aménagement aussi des berges de cours d'eau. Ça arrive, et puis la RAC Occitanie, qui est la SEM d'aménagement de la région Occitanie, a créé une filiale qui s'appelle Operco, et c'est un opérateur de compensation environnementale. Donc, je vous cite ces quelques exemples pour vous dire que ce sont des initiatives qui existent et des savoir-faire sur lesquels les EPL se positionnent. La question qui reste quand même entière, c'est celle du modèle économique de ce type de projet-là. Aujourd'hui, personne ne sait comment financer la renaturation totale d'emprises auparavant urbanisées. Ça va devenir quand même compliqué parce qu'entre le foncier qui se renchérit et qui devient de plus en plus cher et des lignes supplémentaires de coûts dans les bilans sans avoir les recettes en face, ça devient la quadrature du cercle, si j'ose dire, l'aménagement. C'est effectivement, de la façon dont vous le décrivez, l'équation semble impossible. Bien sûr. Mais alors, la question que ça pose, c'est celle de la façon dont on compte. Est-ce qu'on n'y arriverait pas si on était capable de valoriser autre chose que de certains types d'actions, et notamment les cessions de terrain? C'est une question que se posent de nombreux chercheurs. Et je pense notamment à un programme de recherche de l'école des mines, notamment, et que le PUCA aussi pilote. Et dont vous êtes partenaire. Et dont la fédération est partenaire, en effet. C'est un programme qui est mené par Daniel Florentin, qui est chercheur à l'école des mines, et Magali Castex, qui bénéficie du soutien du PUCA et aussi de l'Agence nationale pour la recherche et du soutien de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, et qui réfléchit à la manière de valoriser autrement les opérations d'aménagement
de manière peut-être, enfin, en tout cas j'espère, à leur trouver un nouvel avenir. Ouais, c'est vraiment repenser le modèle d'aménagement et repenser le bilan, finalement, Exactement. le bilan d'aménagement, Oui. Pour y intégrer d'autres... de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs, exactement. La Fédération EPL fait des propositions, des propositions concrètes pour faciliter, soutenir la mise en œuvre réelle, effective de la sobriété foncière. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Tout à fait, je trouve. On est pleinement dans notre rôle à formuler des propositions pour contribuer au développement de l'activité de nos adhérents. En matière d'aménagement, elles sont grosso modo de deux ordres. Le premier, c'est le sujet du financement de l'aménagement. Il y a toute une série de leviers qu'on pourrait activer pour donner un peu d'air au financement des opérations d'aménagement. Peut-être une mesure importante, ce serait déjà d'avoir une sorte de cohérence dans les modes de financement de l'aménagement. Il existe indéniablement des efforts du budget de l'État en faveur de l'aménagement et de la conversion des friches. C'est le fonds friche dont la Première ministre a annoncé la pérennisation pour le projet de loi de finances 2024. Mais il y a d'autres mesures qui viennent s'inscrire en contradiction avec ce type d'effort de l'État, et je pense notamment à la réforme du fonds de compensation de la TVA. Depuis 2021, les dépenses d'aménagement des collectivités soumises à TVA ne bénéficient plus de ce fonds de compensation. C'est des montants qui sont considérables. Gabriel Attal lui-même a reconnu devant les sénateurs que c'était à peu près un demi-milliard d'euros par an en moins pour les collectivités, alors que le fonds de compensation de la TVA, c'est un dispositif très efficace qui en plus a été amélioré par cette réforme du FCTVA, puisqu'aujourd'hui les collectivités en bénéficient de façon automatique. Donc c'est dommage d'en avoir réduit les dépenses éligibles, et notamment celles d'aménagement. Et c'est une demande partagée très largement par beaucoup d'associations de collectivités, la Fédération des EPL, l'Association des établissements publics fonciers locaux, l'Association des maires de France et Intercommunalité de France, France urbaine aussi, qu'il y ait une mise en cohérence du FCTVA avec ces grands enjeux de financement de l'aménagement. Donc c'est rendre à nouveau éligibles les dépenses d'aménagement, FCTVA, exactement, oui. Donc ces sujets de financement de l'aménagement, et puis d'autres propositions de décloisonnement des procédures et des acteurs. Je prends un exemple précis, mais la fédération a formulé des propositions pour que les collectivités locales et les centres hospitaliers publics puissent créer des filiales communes compétentes, notamment en matière d'aménagement. Et c'est une proposition qui fait écho à une autre qui a été validée par le législateur dans la loi 3DS, celle pour les établissements d'enseignement supérieur de créer des filiales avec les collectivités locales en matière de développement immobilier, de gestion immobilière. Le diagnostic était relativement simple, c'est que dans les perspectives de sobriété foncière, d'optimisation foncière, de mobilisation du foncier public, on a beaucoup de grands propriétaires publics, comme les hôpitaux, comme les établissements d'enseignement supérieur, les universités, qui disposent de grandes emprises dans la ville, mais pas toujours bien intégrées au tissu urbain, et où les collaborations avec les collectivités sur des sujets de mutualisation, de coordination des projets sont pas toujours optimales. Et la fédération a la conviction que les EPL et l'économie mixte est un cadre utile, efficace de collaboration et de mise en œuvre de projets entre ce type d'entités publiques qui ont toutes les deux vocation à répondre à des projets d'intérêt général et qui ont besoin de disposer d'un cadre adapté pour bien collaborer et répondre aux enjeux de chacun. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'hôpitaux qui se retrouvent dans des situations de besoin de financer des travaux importants, de redéveloppement, de rénovation énergétique de leur parc, de répondre aux besoins
d'attractivité des personnels auxquels ils sont confrontés, en leur offrant des logements adaptés à proximité, certains types de services, par exemple des gardes d'enfants adaptés aux horaires particuliers des personnels hospitaliers. Et sur tous ces sujets-là, l'économie mixte et les EPL peuvent offrir un cadre de collaboration et de mutualisation des projets de la collectivité avec ceux de l'hôpital. Et donc voilà aussi une façon de construire, je pense, une ville plus intégrée, qui répondent mieux aux besoins de tout le monde et dont les emprises foncières sont bien utilisées. C'est le sens de ces propositions-là. On revient à cette question quand même de la collaboration, de la gouvernance finalement des territoires. Oui, vous avez raison, de collaboration des acteurs publics. Ouais. Peut-être des dispositifs liés à la fiscalité que vous soutenez ou Le FCTVA, finalement, c'est un sujet fiscal, mais vous avez raison, il y en a beaucoup d'autres, hein, sur l'imposition des plus-values, par exemple. Ce ne sont pas forcément des propositions, admettons-le, qui soient nouvelles. Il y a beaucoup de rapports parlementaires, notamment, et de l'Inspection générale des finances aussi, qui dresse ce constat-là d'une nécessité de faire évoluer la fiscalité foncière et immobilière et de la faire converger vers les grands enjeux actuels, et notamment celui de la sobriété foncière. Et la Fédération soutient une grande partie de ces propositions, dont notamment l'évolution du mode d'imposition des plus-values, peut-être des exonérations ciblées pour certains projets d'aménagement, à ceux de conversion d'emprises déjà urbanisées, de friches industrielles, de limitation de certaines taxes, en effet, qui pèsent sur les financements des opérations d'aménagement, qui aujourd'hui est très contraint. Écoutez, merci beaucoup Olivier, c'était absolument passionnant. Ça nous a permis de comprendre la complexité, en fait, de la voir, cette complexité dans l'aménagement, mais en même temps de se rendre compte qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours et que finalement, il va falloir un peu de temps, mais qu'on est plutôt sur la bonne voie pour arriver à intégrer ces défis de la transition. On y travaille. Il en reste encore un peu. Bien sûr. Et on va donc regarder ça attentivement et observer les actions en particulier de la Fédération EPL. Je vous remercie beaucoup vraiment d'avoir pris ce temps et j'espère vous revoir un de ces jours. C'est moi qui vous remercie, Fanny. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'était Citizen Vox, le podcast engagé pour la préservation des sols dans la fabrique de la ville. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.fr. À très bientôt.